Comment s'entourer des meilleurs? Comment recruter les meilleurs salariés, les meilleurs collaborateurs? Je t'en avais déjà parlé dans cette fameuse vidéo où je t'avais expliqué l'invitation d'M6 au magazine Capital. Je t'invite à y jeter un petit coup d'œil. Alors première chose, beaucoup de chefs d'entreprise ne cherchent pas à s'entourer des meilleurs. Je t'en ai déjà parlé dans des précédentes vidéos. Pourquoi? Parce que, en fait, un chef d'entreprise, souvent, n'a pas envie de se sentir mis en difficulté parce qu'il a des salariés qui sont très bons. Parce qu'effectivement, c'est pas facile de gérer des salariés qui sont très bons. Parce que ça t'oblige, toi, en tant que patron, d'être encore meilleur, de progresser, d'apprendre pour pouvoir justement faire face et travailler en étroite collaboration avec ces salariés qui sont très bons. Et pourtant, c'est ce qu'il faut faire. Vouloir ne pas s'entourer des meilleurs pour ne pas être en difficulté, c'est une erreur grave. Donc déjà, la première démarche, c'est d'avoir la volonté de s'entourer des meilleurs. Ça veut dire d'essayer de trouver les meilleures personnes au meilleur poste. Alors comment on fait? C'est vrai que c'est pas évident. Ce qui est essentiel, c'est d'arriver à percevoir la qualité de l'individu que tu as en face de toi au moment de l'embauche pour comprendre comment il peut s'intégrer à ton équipe, à ton projet d'entreprise. C'est pas évident. C'est pas évident lorsque tu vois quelqu'un comme ça qui vient te voir en entretien, que ce soit en visio ou en direct. Quand on n'a pas la personne in situ, on peut ne pas avoir la possibilité de se projeter et de se dire est-ce que c'est la bonne personne au bon endroit. Il s'est passé une histoire il y a quelques années qui m'a beaucoup plu. À New York, il y avait un jeune violoniste, qui avait fait du violon dans le métro. Et pendant 45 minutes, il a joué comme ça dans le métro. Très peu de personnes s'intéressaient à lui. Curieusement, un enfant lui redemandait de jouer sans arrêt et sa mère lui a dit viens, viens, et lui, il voulait absolument continuer à écouter ce violoniste qui visiblement était talentueux. Il a récupéré quelques dollars de pourboire. Ce que ne savaient pas les personnes qui ont croisé ce violoniste, mais qui lui ont peut-être regardé même d'un air dédaigneux, ne savaient pas que ce violoniste était en réalité Joshua Bell, qui jouait sur un violon Stradivarius de plus de 3 millions de dollars, et que 2 jours avant qu'il fasse cette expérience dans le métro, avait joué dans une salle où le moindre billet se vendait à un minimum de 100 dollars par personne. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas le décorum autour. Parce que les gens étaient conditionnés de se dire bon, bah c'est un joueur de métro, alors il est peut-être pas mal. Effectivement, il y a des gens qui se sont arrêtés, qui se sont dit il joue quand même bien pour un joueur de musique dans le métro. Et à partir du moment où ils ne savaient pas qui c'était, à partir du moment où il n'est pas dans une grande salle avec des beaux fauteuils rouges, avec une entrée où ils ont payé cher la place, à ce moment-là, ils l'ont dénigré. Alors on en tire quoi comme enseignement de cette histoire de Joshua Bell avec son Stradivarius à plusieurs millions de dollars? C'est que les personnes n'étaient pas conditionnées à le voir à cet endroit-là, à faire ce qu'il faisait. En tant que patron, c'est la même chose. Tu risques de passer à côté de perles parce que justement tu n'as pas réussi à te projeter. Alors comment on fait? Bon, déjà il y a l'expérience. Ça, c'est irremplaçable. C'est à force de voir du monde, à force d'avoir des rapports avec les autres, que tu commences à comprendre qui peut faire quoi. Ce qu'il est important, ce qui est même essentiel que tu comprennes, c'est qu'un trait de caractère n'est pas bon ou mauvais en lui-même. Tu peux avoir quelqu'un, par exemple, qui est un peu nerveux. Alors, quelqu'un de nerveux, ça peut causer des problèmes dans une entreprise. Ça peut créer des tensions. Mais quelqu'un qui est un peu nerveux, si tu arrives à canaliser cette nervosité, tu peux en faire quelqu'un qui entraîne les autres. Un motivateur. Quelqu'un qui est toujours sur le qui-vive. Donc, en fonction du caractère de la personne, tu peux utiliser ses compétences, sa manière d'être, pour pouvoir en tirer le meilleur profit pour ta boîte. Je te donne un exemple qui n'est pas dans le cadre stricto sensu de l'entreprise, mais admettons que quelqu'un a une appétence pour le sang. Il aime voir le sang couler. Il y a des gens comme ça. Tu as 2 solutions. C'est ou il devient un assassin, ou il devient chirurgien, ou il devient boucher. Tout dépend de ce qu'il veut faire, tout dépend de comment il utilise ses compétences. Quelqu'un, un homme ou une femme, qui aurait la chance d'être très beau ou très belle, qu'est-ce qu'il va faire de cette beauté? Est-ce qu'il va s'en servir pour écraser les autres? Parce que même la beauté est capable de donner une emprise sur les autres, pour les dominer. Donc qu'est-ce qu'il va faire ou qu'est-ce qu'elle va faire de cet avantage que la nature lui a donné? Est-ce qu'elle va s'en servir pour écraser les autres? Ou est-ce qu'elle va s'en servir pour donner une image? Ou est-ce qu'il va s'en servir pour justement donner un exemple? Parce que les gens se disent ah ben moi je veux être comme lui ou moi je veux être comme elle. Donc la chose en elle-même, le trait de caractère n'est pas forcément bon ou mauvais en lui-même. C'est qu'est-ce que la personne qui a cette qualité ou ce défaut, qu'est-ce qu'il va en faire? Alors évidemment, là je te parle d'un patron. Parce que la difficulté, c'est que lorsque le recrutement est fait par celui qui est le responsable hiérarchique direct du nouvel entrant ou de la nouvelle entrante dans l'entreprise, lui, il peut avoir tendance à ne pas vouloir prendre les meilleurs. Parce que là, lui, il a peur pour sa place. S'il prend quelqu'un de très fort et que cette personne devient vraiment efficace, indispensable dans l'entreprise, c'est lui qui peut être mis en cause. Donc il faut toujours faire très attention au niveau du recrutement à qui tu confies ce recrutement. Un DRH, lui, s'il recrute pas dans son secteur
directeur des ressources humaines, il n'a pas de crainte, parce que la personne ne va pas lui faire concurrence. Mais le N+1, comme on dit dans les sociétés, celui qui est juste au-dessus de celui qui va être embauché, lui, il peut avoir peur pour sa place. C'est la raison pour laquelle moi je me suis toujours évertué d'embaucher personnellement tous mes salariés et collaborateurs. À un moment ou à un autre, je les ai tous vus avant la décision finale. Parce qu'il peut y avoir une sélection qui est faite par des personnes en qui j'ai confiance, mais qui peuvent avoir la tentation de ne pas vouloir mettre des gens trop forts. Donc je veux absolument rencontrer ces futurs salariés, éventuellement voir d'autres futurs salariés qui ne sont pas passés par le filtre des personnes qui sont juste au-dessus de lui, parce que là aussi, si je ne vois que les candidatures qui m'ont été transmises par les N+1, il y a danger, parce qu'on peut ne pas forcément me donner les meilleurs potentiels. Donc il faut absolument que toi, en tant que patron, tu veilles à la totalité des salariés. Alors évidemment, si tu es PDG d'un groupe énorme, ça devient extrêmement compliqué, et c'est la raison pour laquelle, lorsque tu es dans ce cas-là, peut-être que tu es dans ce cas-là, tu dois confier le recrutement à des personnes qui ne sont pas dans le même secteur d'activité dans l'entreprise, pour ne pas que justement ils aient la tentation de prendre des gens qui soient pas très forts parce qu'ils ont peur pour eux. Donc si tu ne peux pas le faire en direct, tu peux demander l'avis du N+1, mais tu dois absolument faire en sorte que quelqu'un d'extérieur à ce dit service fasse ce recrutement pour ne pas qu'il soit perturbé, que son jugement ne soit pas faussé par son propre intérêt. En fait, c'est le problème dans toutes les boîtes, c'est que chacun défend son intérêt, alors que normalement, on ne doit défendre que l'intérêt de la société. J'en ai déjà parlé dans les précédentes vidéos, un chef d'entreprise doit mettre son ego dans sa poche et faire en sorte de ne penser qu'à sa société. Celui qui n'est pas patron, mais qui a un gros poste, lui, il peut penser à son avenir, à sa place, à son évolution au sein de la société. Et donc là, ça peut fausser son jugement. Alors oui, effectivement, malgré tout ça, tu as des patrons qui ne veulent pas des gens trop forts. Parce qu'un bon, il a toujours un peu un grain. Un bon salarié, un bon collaborateur, il va avoir un caractère qu'il va falloir gérer. Et t'as des patrons qui veulent pas s'emmerder. Ils veulent des salariés corvéables à merci, qui ne vont pas faire trop de vagues pour être peinards. Je suis désolé, t'as monté une boîte, c'est pas pour être peinard. Quand tu es patron, quand tu crées une société ou quand tu es dirigeant à haut niveau, tu n'es pas là pour être peinard. Tu es là pour faire en sorte que la boîte aille le plus loin possible et le plus haut possible. Donc tu dois recruter les meilleurs. Bon, mon père le répétait sans arrêt. Un patron, c'est celui qui sait s'entourer. Parce que tu ne peux pas avoir toutes les compétences, c'est impossible. Donc tu dois avoir en tant que patron suffisamment de recul sur toi-même pour savoir quelles sont tes forces, tes faiblesses, et tu dois recruter les meilleurs là où tu es le plus faible. Tu pourrais te dire, je vais prendre le meilleur là où je suis le meilleur, comme ça je pourrais le maîtriser, parce que si je prends quelqu'un de trop fort là où moi je suis pas bon, il va me bouffer. C'est un très mauvais calcul. C'est suicidaire d'agir comme ça. Parce qu'un bon salarié, comme disait mon père, il roule pour toi. Ce qui fait de bien, c'est pour le bien de la boîte, c'est ta boîte. Donc prends les meilleurs pour qu'ils te ramènent le maximum de résultats. Tu dois percevoir dans les recrutements que tu fais les qualités humaines de chaque personne pour savoir comment tu vas l'intégrer à ton équipe, avec des profils totalement différents. Bon, moi, j'aime bien les profils un peu atypiques, les gens un peu barrés, j'ai bien dit un peu, hein, parce qu'il ne faut pas non plus que ça soit la foire d'empoigne dans une boîte. Mais c'est bien d'avoir des profils un peu atypiques, des gens qui vont t'apporter une vision différente, qui vont t'enrichir. Pas d'un point de vue financier, mais d'un point de vue intellectuel, d'un point de vue de ce que tu veux faire, d'un point de vue de comment tu vas appréhender ton travail. En fait, tes salariés, ils t'apportent. Tu sais qu'en fait, lorsqu'un maître donne un cours à un élève, si c'est un vrai maître, il progresse chaque fois qu'il donne la leçon à des élèves, même s'il l'a répété des centaines de fois. S'il est vraiment bon, au fur et à mesure qu'il l'enseigne, lui-même s'enrichit. Et un patron, c'est la même chose. Même si tu crois que tu maîtrises tel ou tel sujet, en fait, en échangeant avec des salariés, et surtout s'ils sont bons, tu t'enrichis. Ça te permet d'avoir une vision beaucoup plus large de ta boîte, de ton marché et de ce que tu dois faire. Ok, tu les as choisis, ça y est, tu as fait ta sélection, tu as choisi. Mais comment tu vas faire en sorte qu'ils soient les meilleurs ou pas? La première chose à faire, c'est de les mettre dans des bonnes conditions. Il y a la fameuse chanson de Charles Aznavour, Le Cabotin, où il dit « Donnez-moi un tréteau, quelques projecteurs et vous verrez mes moyens ». Si tu prends un salarié que tu lui donnes pas les moyens de s'exprimer, il n'arrivera à rien, il donnera pas le meilleur de lui-même, donc tu diras « Bah finalement, non, finalement il est pas si bon que ça, je pensais qu'il était bien, mais tu l'as pas mis dans des bonnes conditions. Mets-le déjà dans des conditions où il peut s'exprimer. Si après il ne répond pas à ton besoin et à ta vision d'entreprise, à ce moment-là tu t'en sépares. D'ailleurs même le salarié lui-même, il n'aura pas forcément envie de rester. Mais il faut déjà que tu le mettes dans des bonnes conditions, que tu donnes les moyens de travailler. J'ai vu tellement de patrons qui embauchent, qui ne forment pas, qui les mettent devant le fait accompli, en disant vas-y là, tu fais ça, tu connais, tu fais ça, et puis ils n'y arrivent pas. Mais prends le temps, prends le temps. Tu as en face de toi un être humain qui a des aspirations, des envies, et qui a envie de faire de son mieux. S'il n'a pas envie de faire de son mieux, tu le gardes pas, il n'y a pas de sujet. Mais à partir du moment où il a envie de faire de son mieux, aide-le. Alors oui, tu vas perdre un peu de temps au départ, oui c'est vrai. Tu crois que tu perds du temps, mais en fait tu n'en perds pas du tout. D'abord, en le formant, en passant du temps avec lui, toi-même,
tu vas te reformater, tu vas revoir certaines choses qui vont t'apporter du plus dans ta vision de chef d'entreprise et tu vas permettre à ce salarié de donner le meilleur de lui-même. Comme tout à l'heure quand je t'ai parlé de Joshua Bell. Pourquoi? Il n'avait pas le costume, les gens n'étaient pas conditionnés à le voir. Et en fait, pour les salariés, c'est pareil. Si tu ne lui donnes pas les moyens de s'exprimer, si tu ne lui donnes pas les moyens de travailler, de montrer de quoi il est capable, il ne te montrera rien. Et donc tu seras obligé, tu vas te dire, bon bah, finalement je me suis trompé, c'est pas la bonne personne. Parfois, il suffit d'un rien pour révéler une perle. Moi, je vais te raconter ce qui m'est arrivé. Quand on a monté notre première société avec mon frère, on travaillait donc dans la bijouterie. J'avais parlé dans une précédente vidéo de Séverine, qui a été ma première salariée, et j'avais besoin d'autres salariés au siège pour tout ce qui était préparation de marchandises, vérification des stocks et ainsi de suite. Et dans la société de mon père, leur secrétaire, leur assistante, a eu la chance d'avoir un enfant, était en congé de maternité. Il a donc fallu embaucher quelqu'un pour quelques mois. Et donc ils ont embauché une jeune femme à l'époque qui avait une vingtaine d'années. Ils l'ont embauchée, à la base elle était comptable pour faire du secrétariat, tenir l'intérim pendant 3-4 mois. Au bout de ces 3-4 mois, donc son contrat arrivait à son terme, l'assistante de mon père est revenue de son congé de maternité et à ce moment-là, mon père me dit, tu sais, tu travailles dans la bijouterie, c'est un métier de confiance, j'ai cette personne-là, travaille très bien. À la base, elle est comptable, mais peut-être qu'elle va accepter de travailler avec toi. Je sais qu'elle est de confiance, c'est une fille de bonne famille, elle a des valeurs, voilà. Donc je la reçois et je lui dis, moi le boulot que j'ai, c'est de la préparation de marchandises. À l'époque, on démarrait l'activité, il fallait donc prendre les bijoux, les mettre sur les étiquettes avec les codes barres, les préparer les bons de commande, préparer tout ça. Rien à voir avec sa formation, rien à voir avec éventuellement son aspiration. Elle me dit, je ne sais pas, pour l'instant j'ai rien d'autre. J'ai dit, regardez, venez travailler quelques mois. Vous ne plaît pas, vous partez. Moi j'ai besoin de quelqu'un de confiance, mon père me dit que vous êtes de confiance. Elle a commencé à travailler chez nous. C'est-à-dire que même quand on a vendu notre boîte, elle faisait partie de la société qu'on a vendue. Puis elle est revenue travailler avec nous et aujourd'hui elle travaille avec mon frère. En fait, elle nous a jamais quittés depuis plus de 30 ans, à part 2 petites périodes de quelques mois. Elle était restée au départ pour faire un essai et elle a fait montre d'un dévouement et d'une qualité de travail exceptionnelle. Qu'est-ce qu'on a fait ? On lui a donné sa chance, on lui a expliqué clairement que le boulot qu'on lui proposait n'avait rien à voir avec son cursus scolaire, mais qu'il y avait des perspectives et que si ça lui convenait, on pouvait essayer. On lui a donné sa chance, mais elle nous a donné la nôtre aussi. Parce qu'elle aurait très bien pu dire, ah non, attendez, moi j'ai fait études de comptabilité, je suis pas là pour mettre des étiquettes sur des bijoux, excusez-moi, mais ça c'est le travail de manutention. Elle aurait pu avoir cette espèce d'ego mal placé. Elle l'a pas eu. Et elle a été notre collaboratrice pendant plus de 3 décennies, jusqu'à ce jour. Pour conclure, effectivement, savoir s'entourer des meilleurs, c'est un art. C'est déjà une volonté, c'est déjà un état d'esprit. Déjà, si tu as l'état d'esprit de te dire « je veux les meilleurs au meilleur poste », tu as plus de chances de les avoir. Ok, mais les meilleurs, mais pour que tu aies les meilleurs, il faut que tu les mérites aussi. Maintenant, il faut que toi aussi, tu donnes envie aux meilleurs de rester. Donc ça veut dire que toi, il faut que tu leur donnes envie de donner le meilleur d'eux-mêmes et surtout qu'ils restent avec toi. Donc il faut que tu sois un patron humain, accessible, juste. Juste, ça veut pas dire mou, ça veut pas dire dur, ça veut dire être normal. Ça veut dire, quand quelqu'un fait du bon travail, tu lui dis bravo. Quand quelqu'un fait une erreur, tu lui expliques pourquoi il s'est trompé. En fonction de la gravité de l'erreur qu'il a commise, tu sanctionnes ou pas. En tout cas, tu fais un avertissement verbal, tu expliques pourquoi. Mais tu as cet état d'esprit de te dire, je veux les faire progresser. Je veux qu'ils soient les meilleurs possibles à ce poste-là. Donc ça peut paraître comme ça fou de dire oui, c'est un état d'esprit, mais c'est déjà beaucoup. Parce que si tu te contentes de te dire, moi, je veux telle personne à tel poste avec tel critère, si tu as de la chance, tu auras quelqu'un de bon, voire le meilleur possible, mais c'est loin d'être gagné. Donc c'est un état d'esprit, c'est un logiciel qu'il faut que tu modifies dans ta tête en te disant, moi, je veux m'entourer des meilleurs. J'ai besoin d'avoir les meilleurs au meilleur poste. Pour le succès de ta boîte, c'est tout le mal que je te souhaite. Je te dis à très bientôt.